Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 10e et avant-dernière séance du séminaire de la chaire de géopolitique du risque consacrée cette année, je vous le rappelle, aux technologies et à la globalisation. Cette 10e séance porte sur les frontières et les innovations technologiques et nous avons la chance de recevoir encore deux invités prestigieuses même, puisque nous avons la professeure Claudia Arado et la députée européenne Fabienne Keller. Alors, avant de commencer, je tiens à excuser Fabienne Keller qui devrait nous rejoindre d'ici une quinzaine de minutes. Mais en attendant, comme d'habitude, nous allons donc introduire cette séance. Je vais donc laisser la parole au directeur de la chaire, Peter Burgess, et puis ensuite, j'introduirai nos deux invités pour la séance avant de leur laisser la parole. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat box ou en levant la main et nous vous donnerons la parole pour pouvoir poser vos questions directement à nos invités. Voilà, je vous remercie. Peter, je te laisse la parole. Merci Sarah, bonsoir à tous. Bonsoir à Claudia Arada, merci d'être des nôtres ce soir. Si aujourd'hui il s'agit de s'interroger sur le rapport entre la technologie et les frontières, il s'agissait, vous vous rappelez, la dernière fois du rapport entre la technologie, le genre et la race. Dans un premier temps, nous avons parlé du biais algorithmique, s'il existe, quelle forme il prend, etc. Et là, il suffit de rappeler les différentes formes de biais dans toute procédure automatisée, ou même simplement répétée ou répétitive, pour comprendre les enjeux. Mais admettons aussi que, du point de vue conceptuel, que toute catégorie d'identification relève d'un modèle, d'un gabarit, d'un profil, donc du biais par rapport à la catégorie du départ. Mais dans un deuxième temps, nous avons vu aussi les choses se compliquent. Quand c'est un algorithme ou une procédure automatisée qui exerce aussi ce pouvoir de discrimination. Car en ce cas-là, le profil, qui est déjà une sorte de modèle artificiel d'un individu, est appliqué par l'agencement d'une technologie qui se veut lui-même modèle artificiel de l'intelligence. Bon, là, les choses sont doublement compliquées. C'est alors qu'on a vu la dernière fois que les technologies automatisées se révèlent fortement politisées, imbriquées dans des questions sur l'essence de l'être humain, de jugement, de la morale. Nous nous sommes donc posé la question la dernière fois de savoir si nous sommes en face d'une New Gene Code, comme disait Ruha Benjamin. Nous nous sommes demandé si la technologie est en quelque sorte raciste ou raciale par essence. Ce qui nous a amené à deux alternatives. Soit nous poser la question de la possibilité de transcender le biais racial, soit nous rendre à la réalité que ce biais est simplement implicite dans tout, effectivement. Les algorithmes sont-ils par nature discriminants, oppressifs? Le codage est-il par vocation sexiste, raciste, hanté par le biais de ce qu'on a appelé la dernière fois pale male? Puis après, nous avons terminé en nous posant la question de savoir s'il n'y a pas d'alternative à ce paradoxe, ou si le problème n'est pas plutôt dans la nature catégorique du jugement humain. Alors aujourd'hui, nous nous tournons vers une autre forme de gouvernance des êtres humains. Et du coup, elle n'est pas forcément très éloignée des formes que nous avons observées la semaine passée. Cette gouvernance des gens ne peut-elle pas être condensée dans la question suivante? Qu'est-ce qui, du coup, traverse une frontière quand un être humain traverse une frontière? Est-ce un corps humain biologique? Est-ce une âme? Est-ce qu'une culture? Des mémoires? Les traces d'un passé? Les ambitions pour une future? S'agit-il de la richesse
des ressources, ou peut-être des contributions réelles à la société future? S'agit-il des dangers, des problèmes sociaux, de la criminalité, du terrorisme, ou encore du gêne provoqué par la présence d'une autre race sur le territoire? Ou s'agit-il simplement des êtres humains issus de la même essence, des mêmes valeurs, que ceux qui, par leur destin ou par leur sort, se retrouvent de l'autre côté de la frontière? C'est effectivement, et c'est cela que je voulais souligner, c'est cette ambivalence, voire ambiguïté ou incertitude entre autres, qui va nous intéresser ce soir. Et surtout la question de savoir en quoi l'usage massif et de plus en plus répandu des technologies frontalières vont compliquer les conditions de réponse à ce genre de questions. Je me réjouis donc des échanges de ce soir et je redonne la parole à Sarah pour les introductions. Merci beaucoup, Peter, d'avoir introduit cette séance une nouvelle fois. Donc, nous allons peut-être commencer par introduire Fabienne Keller, qui interviendra donc dans un second temps, après la professeure Claudia Arado. Donc, Fabienne Keller est une des 705 députés européens membres de la commission LIBE, commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que membre suppléante à la commission des budgets au sein du Parlement européen. Elle est élue au Parlement depuis 2019 et s'est engagée à travailler sur les enjeux notamment de migration et d'asile. Elle est d'ailleurs actuellement la rapporteure sur la mise en œuvre du règlement de Dublin III pour la commission LIBE, rapport qui a justement été remis, je crois, cette semaine et qui rappelle les nombreuses limites de ce régime qui oblige le pays d'entrée d'une personne demandant l'asile en Europe à prendre la responsabilité du traitement de cette demande. Notons qu'auparavant, Fabienne Keller est polytechnicienne. Elle a été haute fonctionnaire au sein des ministères de l'Agriculture puis des Finances et a dirigé le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine. Son engagement en politique intervient à partir de 1998 et elle sera alors élue maire de Strasbourg de 2001 à 2008, puis sénatrice de 2005 jusqu'à son élection en tant que députée européenne. Donc nous aurons l'occasion de l'écouter juste après l'intervention de vous, Claudia Arado. Bonjour à nouveau. Donc vous êtes professeure de politique internationale au sein du département des War Studies au King's College London. Vos recherches de ces 10 dernières années ont permis de développer une analyse politique critique des pratiques de sécurité et vos nombreuses publications scientifiques ont proposé de nouveaux programmes de recherche dans le domaine des études critiques de sécurité et des relations internationales autour des enjeux de démocratie et de sécurité, du risque, du matérialisme et des politiques épistémiques. Vous travaillez actuellement sur plusieurs projets, dont celui financé par la prestigieuse bourse européenne de European Research Council, ERC, pour votre projet intitulé Security Flows, Enacting Border Security in the Digital Age, Political Words of Data Forms, Flows and Frictions, ainsi que le projet Guardian, Oversight and Intelligence Networks, Who Guards the Guardians, financé, lui, par l'Open Research Area. Vous travaillez ainsi actuellement sur la manière dont les technologies numériques reconfigurent les pratiques de sécurité et de surveillance, ainsi que sur les relations entre sécurité, démocratie et critique. Nous noterons également que vous avez été rédactrice en chef de la revue scientifique Security Dialogue de 2013 à 2015, au sein de laquelle vous œuvrez désormais en tant que membre du comité éditorial, tout comme pour les revues International Political Sociology ou Radical Philosophy. Parmi vos nombreuses publications, qui pourront d'ailleurs intéresser nos étudiants, je me permets de citer votre ouvrage coécrit avec Rens van Münster, paru en 2011, Politics of Catastrophe, Genealogies of the Unknown, et votre article qui devrait paraître d'ici quelques jours dans la revue scientifique Geopolitics, Experimentality, Surplus Data and the Politics of Debilitation in Border Zones. Donc, encore une fois, je crois que nous avons ici des intervenantes qui vont pouvoir justement creuser particulièrement ces sujets qui nous intéressent. Claudia, you will present in English, so please
Go ahead, the floor is yours. Thank you very much, Sarah. Bonsoir à tous et à toutes. Je veux commencer par remercier Sarah Perret et Peter Burgess pour l'invitation d'intervenir sur cette question des frontières et l'innovation technologique. Comme l'anglais est en fait ma langue de travail, je vais continuer en anglais. J'espère que ça convient à tous et à toutes qui nous joignent ce soir. Sinon, je peux, en fait, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux, en fait, essayer d'expliquer un peu en français un peu plus tard. Okay, so now I'm going to switch to English and maybe just note for everyone who might be more familiar with English rather than French, that I'm delighted to be here tonight, and it is a pleasure to be part of this conversation on borders and technological innovation. I'm also very happy that Fabienne Keller will be joining us later. I want to start by I'm going to share my screen, and I hope this is going to work. Yes, so I hope you can all see the screen or partially see the screen. At least I partially see the title of the talk. As Sarah was mentioning, a forthcoming article on questions of experimentality, technologies, and politics of debilitation in border zones. I want to touch upon some of those aspects, but also touch upon some of the work that we have been doing in the project that Sarah has mentioned on security flows. So tonight, I would like to ask two questions about technology at the border. And I'll also try to answer, of course, try to offer some answers, of course, and perhaps also raise some further questions that we could discuss together. So firstly, what do technologies do at the border? So the usual answer that we read in official reports, documents, policy documents, and so on, is that technologies can ensure better border control and migration management, or that perhaps they can help connect migrants, speed asylum processes, and even ensure faster decision-making. Critics, on the other hand, argue that technologies, and particularly technological innovation at the border, are more akin to experiments, turning borders into testing grounds and migrants and mobile people into experimental subjects. The latest report by the UN Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance picks up exactly this language of experiment in relation to borders and argues that, I quote, and you can see on your screen, governments and non-state actors are developing and deploying emerging digital technologies in ways that are uniquely experimental, dangerous, and discriminatory in the border and immigration enforcement context. So we see here some continuity, I think, with the previous sessions in terms that Peter has started to outline. This language of experiment, of experimentation, comes with a lot of unease, right? So there's a sort of public unease that we associate with experiments, as they remind us of the discredited laboratories of colonial times and other forms of medical experimentation on racialized and gendered bodies. Yet I think that the language of experiments and testing grounds, as it is used, well, particularly in relation to borders, remains largely metaphorical and evocative. And I want to spend some time tonight to argue that we need to be more specific in analyzing the forms that experiments take, rather than embracing the kind of quite generic language of experimentation, technological experimentation at the border. And I want to suggest that attending to these forms of experiments, these more specific forms, would also make possible a range of political interventions. The second question that I would like to ask tonight is, where do these technologies come from? Where are they produced? How are they made? How are they acquired by European institutions? And does this process make a difference?
The technologies deployed at Europe's borders today are increasingly data extractive algorithmic technologies. So for instance, a fingerprint reader needs to transform the scanned image into computational data, process it algorithmically, and also render it movable and searchable. Yet these processes remain largely opaque, subsumed again to a generic discourse of efficiency and control. So I want to start then my brief discussion of experiments and the forms that experiments take today with a petition that I encountered a few years ago. In 2016, Rania Ali started a petition on change.org entitled "Skype is no solution. We need face-to-face services for refugees in Greece." The petition was addressed to the EU Commissioner on Migration, Home Affairs and Citizenship, to the Greek Ministry of Interior at the time, and the head of the Greek Asylum Service. So in the petition, Rania outlines the effects that the use of Skype technologies for accessing asylum in Greece had. And I quote from the petition, which you can only see the first line here on your screen. So Rania says, "My husband and I want to apply for relocation to another country in Europe to escape from this situation. I have tried to call the Skype asylum service for 20 days with no answer. For us refugees here in Greece, our lives are reduced to a routine of sleeping and waiting in line for food, to go to the bathroom, to charge our phones, and waiting on hold for a Skype call that is never picked up. Our lives are stuck in limbo. Waiting on hold is frustrating, but when your life depends on a call, for people living in camps with limited access to electricity, smartphones, computers, or internet, this is a cruel and senseless procedure. If it is our right to claim asylum," asks Rania in the petition, "then why are there such impossible barriers to do so?" The petition received 212,783 signatures. As you can see, also I think the number hasn't changed since I checked on your screen, but no official response. A few months later, in July 2016, Rania posted a message to the petition followers and signatories, explaining that she and her husband had had recourse to fake IDs and had made their way to Austria. So at the time, and even today, Skype still remains the only options for asylum seekers on the mainland in Greece to have access to the asylum process. That's the pre-registration, the so-called Skype procedure and the pre-registration stage. Despite wide-ranging criticism by refugees, by NGOs and international organizations, Skype was not replaced, but it was supplemented with other digital devices. So the use of Skype was extended initially to 18 languages. I think this was earlier this year, but also supplemented by an app developed by university researchers in collaboration with the Greek Asylum Service, as I think it works, yeah, as part of a project funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. So compared to the language of dangerous technologies and all the high-tech technologies that we talk about, Skype seems now so unimportant, almost mundane, perhaps for many of us, superseded by much more performant technologies. Many of us probably don't even think about Skype anymore. But some of you might recall that when you open Skype, you always get a reminder that Skype should not be used for emergency calls, right? And I want to propose to you to approach this very mundane technology that is used in Greece for asylum seeker as an experiment, but quite a specific one. And to do so, to trace the specificity of the kind of experiments that are going on in Greece,
I want to introduce the concept of experimentality, which was in the title of my talk, a concept that was effectively introduced by anthropologists to analyze the use of clinical trials around the world. So experimentality indeed refers to practices of governing. It captures an emerging mode of governance in this anthropological literature built around the mobility of clinical trials. So in her work in Brazil and Poland, the anthropologist Adriana Petrina, whose book you can see, I think, on the right-hand side, was particularly interested in how variations in experimental protocols had different ethical implications around the world, how they enabled what she called the paradigm of expected failure, but also lack of accountability, exactly given these variations and differences between how clinical trials are put in place, between the different kind of ethical protocols and so on. More recently, a feminist science and technology studies scholar, Michelle Murphy, has argued that experimentality, and I quote from her here, calls social relations into febrile rearrangement, legitimating a continuous refreshing of destruction at a micro scale, as relations are offered up as decomposable and called to recomposition over and over. So experiments make new phenomena happen by inserting all sorts of devices into the real, but in doing so, they decompose existing social relation, right? This is the kind of process of destruction on micro scale that Murphy is talking about, but they also recompose them in a different guise, right? To make something different happening. So this process of experimentality, these techniques of experimentality are also happening at the border today. And I want to suggest that they are characterized by three kind of types, three elements. And this is what I will discuss in turn. So experiments at the border are not restricted or are not exactly, clinical or randomized trials. But they are also not as broad as the sense in which we might use experiments sometimes as trying something out, right? You kind of experiment with everything, just try something out and see if it works. So for experiments, the kind of experiments that Skype is that Skype indicates, what we have is actually this very small scale types of pilots, trials, and projects. So what differentiates this from the anthropological literature on experimentality is not only that these experiments at the border are deployed outside the laboratory or the clinic, but they often work without protocol. The use of Skype, therefore, and I would suggest that a lot of other mundane and digital devices, such as the production of mobile apps and so on, are these types, particular types of experiments without protocol. The lack of protocol, I think, is really important because it not only makes criticism of these technologies much more difficult, but it also intensifies the debilitating effects that these experiments have on migrants. So, of course, this does not mean that these are the only forms of experiments, hence the need to attend, right, to both specificity, but also the kind of variation of forms of experiments, of experimentation. But I think it's important to attend to this particular form exactly because these are the ones that often fall out of conversations about experimentation and technology. So Greek border zones are actually teeming with such types of unmarked experiments, or what you could call experiments without protocol, from floating walls to stop migrants reaching the Greek shores from Turkey, to debit cards, and from surveillance devices to even creative experiments on refugee integration. So all these devices that are inserted into reality recompose social relations between migrants, NGOs, border guards, and state authorities. So it's kind of this process of decomposing and recomposing, right? But without any experimental protocols that I think characterizes these types of experiments, firstly. Secondly,
there are particular types of experiment without protocol that produce interventions where state resources and infrastructures are lacking or are limited. So a lot of these experiments are funded through donor money. And we saw the example of the app that I have given you. This was funded, from one of the EU programs. So there's a lot of short-term funding that is tied to particular projects and pilots. And it is perhaps not surprising that the app is not really working, or at least there are many complaints that the app is not really working. Although I argue in the paper that the app never really actually works, at least not in any ways that would be useful for migrants. And I want to say something about why neither Skype nor the app actually work for migrants in Greece. But I think what is important to attend to in relation to these small-scale pilots and projects is that there is a distinct form of neoliberal experimentality, right? Exactly relying on these pilot project trials and a cycle of funding applications and donor reports to fund more experiments. And I want to suggest that this type of neoliberal experimentality is particularly debilitating through digital technologies. So the research that I have done both on the use of the Skype procedure, but also the app, I have come across a systematic lack of updating of these technologies, a systematic obsolescence of documents and technologies. And I think this is really important because as media theorist Wendy Chun reminds us, for digital technologies to be is to be updated. Right? So if we think of our computers, of all the digital devices that we use all the time, they need to be updated. So digital technologies require constant updating in order to work. Yet updating depends on both human labor and material resources. So the increased use of digital technologies requires not less, but more labor. Right? Which is exactly contradictory to the discourse of neoliberal efficiency and lack of resources. And what you can see here is actually the schedule for the Skype procedure in Greece. And this is kind of, I think, one of the latest ones. It might have been updated in the meantime. But what is interesting about this schedule is not only how disorientating it is in the sense that it combines kind of languages with nationality, with different kind of regional offices that one needs to call with particular times. But the fact that on the same website, you can find different variations or more or less outdated documents, right, containing very similar information. And this is partly because, it's not so easy to update a PDF document. You have to trace them, through dates and so on and keep track of them. There also exist different varieties or different kind of dates, and different schedules exist on different sites and so on. And the same thing with the app, right? The app was linking to also outdated documents to sites that didn't work, could not be downloaded on an older phone, which was a phone, not a very performant phone, which I had used to actually run through the app and so on. So I would like to argue that this lack of updating, right, is indicative of this much broader conditions of precarity under neoliberalism. And experimentality does not address or redress this precarity, as we have seen in the case of Rania, but it effectively just rearranges these relations. Right? So through all these experiments, we don't see either an end to the violence that migrants experience or to the precarity of resources. And here we need to think, I think, also about state resources. Finally, I want to turn to the final point about the production of these technologies. Where are these technologies made? Where do they come from? And connect this again to a specific form of experimentality. So experiments depend on material devices or apparatuses to produce new phenomena and make a difference. So these apparatuses can be low-tech or high-tech, they can be mundane or highly visible, for instance, the spectacular surveillance drones that
hear a lot about, or fences, border fences, or less visible biometric technologies. And I think the final aspect that is important to consider when we talk about experimentality or experiments of the border is that experimental devices and apparatuses are often produced elsewhere. And I want to turn here to the databases that are developed by the EU. So in 2020, the EU-LISA, so the European Agency for Large-Scale Information Systems, announced the award of the contract for the new Entry-Exit System, or EES, and the shared biometric matching system to two companies, IDEMIA and Soprasteria. As Soprasteria notes on the company's website, I quote, "By 2022, the shared biometric system will be one of the largest biometric systems in the world, integrating a database of over 400 million third country nationals with their fingerprints and facial images." So what is interesting about IDEMIA and Soprasteria is that neither of them are new to the EU databases or to EU-LISA contracts. In fact, none of the companies who have been awarded contracts for the three existing databases in the EU, the Visa Information System, Eurodac, which is the database that has fingerprints of asylum seekers and other third country nationals found in irregular situations, either crossing borders or internally, and the Schengen Information System too. So all these contracts are since 2013. And I want to show here some preliminary work that we have conducted in the project Security Flows, trying to actually trace the production of these technologies by attending to the contracts, or trying to work with the contracts that have been awarded by EU-LISA since it was established. So the contracts start in 2013 up to 2019. And there is the EU has a database which is called e-tendering, where all these calls for tender are actually recorded, and also the contracts. So my colleague Ana Valdivia has used digital methods to trace, to map, if you want, the various contracts and the various companies. And you can see here that there are 57 contractors. And she has also interestingly mapped all the contracts, the top contracts, by the amount of money. What we see here, and this is, as I said, this is preliminary work, so we also want to connect, and the company here, you can see them in different consortium depending on how each contract was awarded. But what is, again, interesting about these companies is that they have been involved, right, on the EU databases since the start of the databases. So for example, the Steria group, right, which was preceded the kind of mergers with the Sopra group, now Soprasteria, has worked on EU databases since the establishment of Eurodac in 2003. Similarly, Eurodac used the 3M Cogent automated biometric identification system, which is now part of Thales. So quite small group of companies with proprietary rights over the technology effectively run EU databases, right? And we can see how these contracts get renewed again and again. And this proprietary aspect of technology, I think, is really important. And it raises particular issues for my question about what technologies do, and in particular what biometric technologies do. Despite the promise of objectivity, control, and correct identifications, many scholars have pointed out the errors and the failures of biometric technologies. But rather than turning to the literature, I want to turn to a report from 2018 by the European Agency for Fundamental Rights, which I think very helpfully points out that biometric matching is based on probability. A match may, with high probability, be a correct match. And I think may is really key here in what they say. That means that the decision needs to be made on a probability that would be equivalent to a match. So is it 90% similarity a match? What about 80%? The CEO of Cogent Systems, for instance,
says about their automated fingerprint and palm print recognition systems that it has 99.9% accuracy. So what is measured in this figure of accuracy? False negatives, false positives, how many fingerprints were considered? How large was the database? These are not simply technical questions, right? They are questions that make the difference between having and not having rights. Right? They can make a difference in terms of somebody's life, as Rania Ali's petition reminded us. So what are the subjects of these potential errors in biometric technologies? As the FRA report, so the Fundamental Rights Agency report points out, migrants neither know about these technologies, nor do they have the resources, either material or resources of time, to challenge and correct errors. Even though that could be a possibility under the GDPR, the data protection legislation of the EU, to have access and to ask for the correction of data, but that would require a complaint to the National Data Protection Agency. So imagine Rania, with whose petition I started this intervention, not having to deal just with all the problems of access to asylum, but having to deal on top of that with a complaint to data protection authorities. But I think what is most important about these proprietary technologies and the kind of circle of companies and the production of these technologies is that they are always changing, the results of continual experimentation with new biometric data. Right? That is another form of experimentation, continual experimentation that takes place elsewhere. It takes place at a distance in the companies. So let me give you a brief other quote, this time from one of the patents that Cogent Systems hold on one of their biometric systems, where they argue, or they point out, that a major challenge of fingerprint identification systems is how to speed up the matching process without substantially altering accuracy. Right? So you can see that the 99.9% becomes even more complicated when questions of speed and fast matchings are at stake. But to do this again entails extensive experimentation and tweaking of technologies. So while commercial companies are engaged in extensive technological experiments, their assumptions and protocols remain opaque. This opacity is differentially distributed among actors who do not know to a larger or lesser extent. So migrants are here at the top of a sort of inverse hierarchy of not knowing. Unlike the 17th century scientific experiments that required gentlemen witnesses, right, to be accepted, and these were of course both racialized and gendered publics, because there were only gentlemen witnesses could actually witness an experiment. Experiments, technological experiments at the border today thrive on opacity and hierarchical distributions of not knowing. And I want to end with a question that I would like us to discuss together, or a question that I am also grappling with. Who can hold these technological experiments accountable when what is at stake is not only the absence of protocols, the experiments without protocols that I was talking about, or the kind of lack of resources and the neoliberal precarity in relation to state resources, but also distributed opacity. Thank you very much for bearing with me. Thank you so much, Claudia. Thank you, Claudia. Merci beaucoup, et j'en profite donc pour accueillir donc Fabienne Keller. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci, madame. Très rapidement, pour vous dire, donc Peter Burgess a rapidement introduit la séance en soulevant par exemple un certain nombre de questions autour de ce qui traverse la frontière. Est-ce une âme, une culture, un corps, un être humain? Et puis, donc, évidemment, nous avons laissé la parole à Claudia Arado, et je crois que vous avez pu entendre la majorité de son intervention. Donc, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes et nous reviendrons ensuite pour la discussion. Alors, il faut juste que vous ouvriez votre micro.
Les joies de la technologie. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vous Euh, entends. il faut être patient, en fait. Faut pas s'énerver. Merci beaucoup de m'avoir convié à cet échange sur la question des frontières et de la technologie. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation à l'instant de Sarah Perret. Pardon, je ne suis... Ah non, vous êtes, pardon, l'organisatrice. C'était Madame Arado, pardon, qui vient de nous faire une présentation assez impressionnante. Voilà, elle fait de la recherche sur ce sujet. Mon approche sera beaucoup plus pragmatique puisque moi je suis voilà, députée européenne. Je m'investis sur le sujet de la politique asile et migration. Ce n'était pas ma spécialité jusque-là, mais j'ai fait le choix, plutôt comme femme politique, de m'y engager parce que je pense que c'est un sujet absolument majeur pour l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à voilà, avoir une politique à la fois efficace et humaine, hein, c'est cette ligne de crête qu'il nous faut construire, mais une politique mise en œuvre, puisque ce qui caractérise aujourd'hui la politique, c'est qu'il y a des textes, mais qui ne sont pas du tout appliqués de manière satisfaisante par les États membres, notamment autour de cette question qu'est la frontière. Voilà, je crains pour l'Europe, parce que ce n'est pas bon d'être faible dans la mise en œuvre d'une politique commune et qui est une politique forte de l'Union européenne, puisqu'elle renvoie à la question de l'espace Schengen et de la sécurité de nos concitoyens aussi. Donc, je vais être beaucoup plus pragmatique. Voilà, ça fera 2 registres très différents sur ce sujet de la frontière. Donc, merci à vous de m'inviter à nouveau, et plaisir de rencontrer des étudiants que je ne vois pas, mais je les salue avec amitié et je leur dis tout mon soutien parce que je sais que les visios, ils en ont marre. Je côtoie pas mal des étudiants à Strasbourg, je sais que c'est difficile, je sais qu'il vous manque terriblement le contact, un peu avec les profs et beaucoup avec vos pairs, hein, vos collègues étudiants comme vous, voilà, pour échanger votre vision, un cours, une recommandation, un mot amical tout simplement aussi. Donc, tout mon soutien pour votre chemin d'études qui n'est peut-être pas aussi agréable qu'il devrait l'être. Voilà. Mais c'est ce terrible Covid qui nous l'impose. La frontière, c'est donc un territoire, c'est un lieu exposé à des tensions très, très multiples. Une bonne gestion des frontières de l'Union européenne, c'est donc un enjeu absolument central, en particulier en lien avec la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, de l'espace Schengen, qui fête ses 30 ans et dont nous sommes très fiers. La libre circulation repose donc fondamentalement sur un principe de confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne. Donc on retrouve assez vite un lien entre la gestion des frontières et la politique migratoire. Quand on parle d'EULISA, comme le professeur Claudia Arado vient de le faire, on est sur ce sujet de la gestion à la fois des frontières et de la migration. La constitution de l'espace de libre circulation est allée de pair en Europe avec le lancement de la coopération en matière d'asile, et c'est la même année, en 90, que les conventions de Schengen et de Dublin, le maudit règlement de Dublin, voit le jour ensemble. Je dis maudit parce qu'il a fait l'objet de 3 versions successives et qu'on a un mal fou à l'appliquer. Je vais vous en parler puisque j'ai fait une évaluation. Il faut rappeler qu'en 1951, on signe la Convention de Genève. Les États européens s'engagent à accorder la protection internationale à toute personne étant persécutée ou risquant de l'être dans son pays. Cette politique commune de l'asile donc, prend en compte cette très importante convention pour s'assurer aussi d'une forme d'efficacité dans la gestion de ces demandes d'asile, et c'est le règlement de Dublin qui vise à s'assurer que le principe de l'unicité de la demande d'asile est bien mis en œuvre. Un peu d'histoire, la crise migratoire 2015-2016, une pression aux frontières extérieures de l'Union européenne très forte, en lien avec le conflit en Syrie, mais avec d'autres pressions migratoires
qui augmente considérablement. Et donc, entre 2015 et 2016, c'est 2,3 millions de personnes qui sont entrées dans l'Union européenne avec le souhait de demander l'asile dans l'un des 28 États membres. Pour l'année 2017, on a eu 650 000 personnes, soit beaucoup moins, et 612 000 en 2019. On a retrouvé un rythme plus habituel, et même d'ailleurs historiquement bas cette année, notamment en lien avec la crise sanitaire. Ces circonstances particulières de 2015 et 2016 ont démontré, ont révélé les failles de la politique européenne d'asile, et en fait ont conduit les États membres à ne plus du tout respecter le droit européen. Des États ont fermé leurs frontières, d'autres ont arrêté d'enregistrer les migrants à leur arrivée. Donc le fichier Eurodac évoqué tout à l'heure, il n'a tout simplement pas été mis en œuvre, et d'autres encore n'ont pas respecté les conditions minimales d'accueil des demandeurs d'asile. Dans l'urgence, l'Union a tenté d'adopter des solutions pour répondre à la crise. En septembre 2015, la commission Juncker décide un plan de relocalisation de 160 000 personnes pour soulager la Grèce. C'est 34 000, soit 5 fois moins, qui seront finalement relocalisés, c'est-à-dire transportés vers un autre État membre pour soulager la Grèce qui était très en difficulté, matérielle, humaine, d'accueil. Il y a un rapport d'ailleurs très intéressant, très détaillé de la Cour des comptes, mais qui n'est pas du tout un rapport typique de la Cour des comptes européenne. Ils sont allés plusieurs fois sur le terrain et ils expliquent les difficultés cumulatives qui expliquent cette situation. À l'été 2016, la Commission européenne a publié un nouveau programme de réforme de la politique européenne d'asile, on appelle ça le paquet asile, avec de nouvelles procédures, de nouvelles conditions d'accueil, la redéfinition de la qualification au statut de réfugié, des nouvelles missions de l'Agence pour l'asile, un nouveau règlement pour Eurodac, mais cette réforme s'est traduite par un échec là aussi, en raison du blocage des États membres, notamment sur la révision du règlement dit de Dublin, celui qui fixe les critères de détermination de l'État responsable d'une demande d'asile. C'est le texte le plus sensible parce que c'est celui qui encadre en fait la règle du partage de la charge entre les États. C'est une sorte de rotule entre les différents textes de l'Union européenne. Pour ma part, donc, j'étais en charge de ce règlement depuis l'élection de mai 2019. Donc j'ai fait le choix, j'ai proposé, j'ai pu mettre en œuvre une mission d'évaluation sur le règlement de Dublin 3. Je suis allée sur le terrain parce que c'est mon parcours personnel, c'est ma culture. En France, bien sûr, à Roissy, dans des centres d'accueil, dans les préfectures, dans des lieux d'accueil des demandeurs d'asile. J'ai fait faire une étude à l'organisme d'études de l'Union européenne. Je suis allée dans d'autres États membres que le mien, aux Pays-Bas, en Allemagne plusieurs fois, en Roumanie, et j'ai rencontré des représentants d'une quinzaine d'États membres en charge de la migration et de l'asile, et mon bilan est très critique de Dublin 3. Les États de première entrée supportent une charge excessive qui les conduit parfois, comme ça avait été le cas au moment de la crise, à ne pas enregistrer toutes les personnes qui entrent par leur côte. Deuxièmement, la réunification familiale, qu'il faut le rappeler, est le premier critère de choix du pays de dépôt de la demande d'asile, en fait, n'est pas respecté. Seuls environ 8% des demandes correspondent à ce critère. Quand on applique le règlement Dublin, donc on constate que la personne a déjà déposé une demande d'asile dans un autre État membre ou qu'elle devrait la déposer dans un autre État membre à cause de l'application des critères. Donc, on devrait faire un transfert de la personne. Ce transfert, donc, qui est l'aboutissement d'une procédure administrative assez monstrueuse, est exécuté dans 11% des cas, c'est-à-dire une fois sur 9. On observe un manque de moyens dans beaucoup d'États membres sur la gestion, le management des procédures d'asile elles-mêmes, et l'esquisse d'Agence européenne d'asile et de la migration joue un rôle très important de soutien opérationnel aux États. Actuellement, ils sont très très présents en Grèce, un peu en Espagne et en Italie,
mais il doit être renforcé en termes de capacité. Il faut savoir qu'il repose largement sur la mise à disposition par les États membres d'experts qui peuvent être à leur tour envoyés dans un autre État membre. C'est le principe même de ces agences, mais les États membres ne jouent pas le jeu et envoient insuffisamment d'experts. Mon rapport sera soumis au vote de l'Assemblée plénière du Parlement européen la semaine prochaine, lundi. Mais je voudrais dire que je ne me contente pas d'être critique. Je propose que nous n'attendions pas le nouveau pacte asile-migration, mais que dès à présent, nous travaillions d'arrache-pied sur la mise en œuvre des règlements actuels, puisque ceux-ci restent applicables tant que le nouveau paquet qui a été présenté le 23 septembre dernier n'est pas mis en œuvre. Quelques constats pour vous décrire l'ampleur de l'enjeu. 2/3 des demandeurs d'asile ne sont pas éligibles à la protection internationale dans l'UE. Ce sont en fait des migrants économiques. Pour l'instant, les règles ne prévoient pas qu'ils puissent bénéficier du statut de réfugié, donc ils ont vocation à être reconduits. Mais là aussi, la reconduite n'est mise en œuvre que dans 20 à 30% des cas. Par ailleurs, on constate que la majorité des demandeurs d'asile en situation irrégulière ont en fait assez peu de chances d'être reconnus réfugiés, puisque pour plus de la moitié, en fait, ils viennent d'un État membre dont le taux de protection, c'est-à-dire l'acceptation de la demande d'asile, est inférieur à 20%. Donc, on a un sujet sur une efficacité, c'est des gestions des procédures à la frontière. C'est ce qui est proposé par la Commission dans son nouveau pacte. Je voudrais me limiter à la présentation de ce pacte sur la procédure accélérée qui est proposée aux frontières. Il s'agirait d'un pré-screening, le mot n'est pas très bien choisi, aux frontières, avec un enregistrement pour tous les demandeurs d'asile et une procédure accélérée pour les personnes qui, a priori, ne seraient pas éligibles, avec en plus du repérage du pays d'origine, donc qui permettrait de savoir s'ils ont peu ou beaucoup de chances d'être retenus dans la procédure d'asile. On vérifierait leur situation en termes de santé et également leur situation en termes de sécurité. Ça, c'est le volet sécuritaire du pacte. L'objectif de cette procédure, c'est vraiment de permettre un traitement rapide. Ce qui est arrivé au camp de Moria est affreux. Les personnes sont arrivées, elles étaient 10 fois plus nombreuses que la capacité du camp à certains moments. Au moment de l'incendie en août, elles étaient 4 fois plus nombreuses que les capacités. Beaucoup sont là depuis plus d'1 an, avec des enfants non scolarisés, des conditions de vie quotidienne, sanitaire, familiale, qui sont indécentes. Et quelque part, l'incendie en a été la démonstration, quoi. C'est ce qui peut arriver, voilà, parce que les gens font du feu pour préparer un repas. Et donc, l'idée du prescreening, qui peut sembler un dispositif dur, c'est aussi de ne pas traîner et, dans un délai maximum qui serait de 3 mois pour l'ensemble de la demande d'asile, d'offrir une réponse à ces personnes de manière à ce que la reconduite dans le pays d'origine puisse se faire dans des conditions humaines décentes et avant une installation effective familiale, personnelle dans l'État où la personne reste trop longtemps aujourd'hui dans les procédures. Ça suppose aussi que sur la question de la migration professionnelle, on ait une approche en complément, puisque si des migrants économiques viennent vers l'Union européenne, c'est parce que certains espèrent, souvent en restant dans une situation sans droit, à terme, ayant trouvé un boulot, de pouvoir être acceptés. Ne vaudrait-il pas mieux négocier avec les pays d'origine un certain nombre de personnes qui auraient le droit de venir sur la base de la migration économique, mais avec, à ce moment-là, pour ne pas être dans le brain drain, pour ne pas être dans la fuite des talents dans les pays d'origine, dans une démarche de coopération, notamment sur la formation dans ces domaines. Il y a également des défis autour de la proposition du
de la gestion à la frontière plus rapide, c'est l'acceptation par les États de première entrée de tels dispositifs qui seraient sur leur territoire. On ne va pas créer des îles hein, comme en Australie ou dans d'autres pays du monde. Et la vraie capacité à tenir des délais d'examen très courts, ce qui suppose une très bonne coopération avec les États d'origine et parfois avec d'autres États membres, tout en respectant le droit des personnes. Voilà un aspect de ce nouveau paquet, mais qui en comporte d'autres, puisque la gestion des frontières, c'est aussi la gestion des visas. Et aujourd'hui, 25% des personnes qui demandent l'asile entrent légalement sur le territoire de l'Union européenne, mais utilisent un visa ou une exemption de visa pour entrer et déposent après la demande d'asile. Ils ont droit à l'examen de cette demande, mais c'est un flux, par exemple, venu d'Amérique du Sud, de Colombie et de Venezuela, qui augmente beaucoup récemment, et dont il faut essayer de comprendre l'origine pour mieux le gérer et ne pas le laisser en fait emboliser nos procédures de demande d'asile qui ont déjà des délais beaucoup trop longs en moyenne, et les tentatives de meilleure gestion ont jusqu'à présent pas abouti très favorablement. Enfin, dans cette gestion des frontières, il faut avoir confiance dans la frontière gérée par l'autre État membre, avoir confiance dans un certain nombre d'outils que vous avez évoqués, Madame le professeur, à l'instant. Je vois que vous n'avez pas complètement confiance, donc il y a sûrement des choses à améliorer, les expliquer, y compris à nos concitoyens, et peut-être les améliorer. Puis chaque fois qu'on met en place un outil, mettre en place un contre-pouvoir qui s'assure que son usage, sa robustesse, enfin sa qualité est bien uniquement utilisée pour l'objectif fixé, et que s'il est insatisfaisant, voilà, son usage est adapté. Enfin, le chantier est immense, mais les frontières font partie de la réalité de l'Union européenne, et donc tenter de les faire respecter, c'est-à-dire de faire respecter les règles que nous avons tous ensemble décidées, ça me semble une priorité au moment politique où nous nous trouvons. Faire peur sur la porosité des frontières, c'est le fonds de commerce des populistes d'Europe. Ils s'en servent. C'est très impressionnant, bien sûr, en France, de voir combien Marine Le Pen se sert de ça. Mais quand vous voyez que Viktor Orban se sert de la migration dans un pays qui n'a certes pas de tradition migratoire très importante, mais où il n'y a pas de migrants, où même les migrants illégaux ne cherchent jamais à aller. C'est quelques unités de dossiers qui sont traités, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'y seront pas bien reçus. Et leur souhait, c'est de se construire une vie meilleure, et c'est une aspiration respectable, même si nos règles ne le permettent pas toujours. Elles doivent être, ces personnes doivent être respectées pour leur projet de vie, et c'est donc avec humanité qu'il faut qu'on s'adresse à elles, mais on ne peut pas laisser les populistes se servir, instrumentaliser cela pour détruire l'Europe et détruire l'espace Schengen. Donc les enjeux sont nombreux, et pardon d'avoir été un peu longue et peut-être sur plusieurs aspects, mais ma mission est, réaliste, c'est-à-dire que il me faut essayer d'améliorer ce dispositif, et c'est pour cela que, avec la sensibilité qui est la mienne, je vais essayer, bien sûr, de négocier un nouveau paquet asile-migration, de participer au débat européen avec une vision, mais aussi d'améliorer pas à pas la réalité de la mise en œuvre de ces politiques qui ne sont pas du tout satisfaisantes aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne Keller. Je crois que c'était important de rappeler un certain nombre d'éléments sur nos étudiants qui ne sont pas forcément très au courant et au fait de ces politiques, et notamment de ce régime complexe que vous avez évoqué de Dublin, ce règlement de Dublin. Alors, j'aurais deux petites questions. Une première pour vous, Fabienne Keller, et une seconde pour Claudia. Mais qui finalement se rejoignent. Donc, évidemment, je vous laisserai
voir dans quelle mesure vous pouvez discuter ensemble avant de laisser la parole à Peter, qui, je suis sûre, a également de nombreuses questions à vous poser. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que justement, avec votre regard de praticienne, si je puis dire, donc au cours notamment de votre mission pour le rapport, vous avez donc rencontré de nombreux acteurs, différents acteurs sur le terrain. Et vous l'avez dit, ce processus d'asile, en tout cas tel que l'Union européenne essaye de le modifier, ambitionne de s'appuyer sur ce que vous avez appelé le pre-screening, qui consiste finalement à recourir aux technologies biométriques notamment. Et je pense par exemple aux empreintes digitales, évidemment, hein, qui constituent notamment les fichiers de Rodac. Et donc là, je m'interrogeais un petit peu par rapport à votre expérience et aux rencontres que vous aviez pu faire, comment ces acteurs sur le terrain appréhendent l'usage de ces technologies, comment ils les conçoivent, quelles sont leurs adaptations à leurs pratiques vis-à-vis de ces technologies. Et j'imagine que dans cette ambition d'accélérer la procédure, il y a un certain nombre de challenges qui se posent pour eux. Et donc, évidemment, ça constitue aussi une façon de produire de la connaissance, hein, cette extraction des données, cette collecte des données. Et là, du coup, je vais passer plutôt à la question qui s'adresse à Claudia Arado, puisque dans sa présentation, elle a abordé cette dimension du fait qu'il y aurait une espèce de hiérarchie qui s'opère, non plus sur les savoirs, mais aussi sur les non-savoirs, hein, the hierarchy of not knowing, you mentioned, Claudia. So Claudia, I was wondering, what types of knowledge have you observed in your research, which shape this perception of the border and security within these digital innovations? Et je m'arrêterai là pour le moment. Peter, j'imagine que tu as également des questions. Oui, surtout, et d'abord, je me rejoins à Sarah Perret pour vous remercier, Madame Keller, d'avoir pris le temps dans votre agenda sûrement très chargé d'être des nôtres. Oui, une question vraiment politique, premièrement, et puis une question un peu plus qui va tirer les liens entre l'intervention de Claudia Arado et la vôtre. Vous n'avez pas évoqué le discours sécuritaire. Il est quasiment implicite dans ce que vous avez dit dernièrement sur le penchant populiste, donc c'est presque invisible et toujours visible. Et quelque part dans votre projet d'avis, vous avez évoqué le problème du besoin, de la nécessité du Conseil de statuer à l'unanimité. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces problèmes, cette perception sécuritaire, d'un problème sécuritaire, et cette structure institutionnelle du Conseil, qui est vraiment un blocage à pas mal de possibilités de changer, de faire évoluer la politique migratoire. Et puis la deuxième question, c'est plutôt pour Claudia. Donc, Madame Keller a bien souligné que la logique de Schengen comporte deux volets, deux parties. Donc, il y a un parti gestion de frontières et un parti politique migratoire, bien entendu. Donc, il y a les deux parties. Mais Claudia, votre intervention, votre hypothèse sur les expériences, l'expérimentalité, s'intéresse uniquement à la gestion des frontières. Est-ce qu'on peut tirer des conséquences, est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur la politique migratoire à partir de votre démarche? Voilà, merci. Alors peut-être, Fabienne Keller, je vous laisse commencer peut-être pour nous donner quelques éléments de réponse. Très bien, alors je vais commencer par la deuxième question là, de Peter. Discours sécuritaire, attention, moi je parlais des discours populistes. C'est-à-dire que, voilà, d'abord on fait peur, hein. La migration, c'est des dizaines de millions de personnes, c'est Madame Le Pen, hein. La Commission prévoit 50 millions de migrants
dans les prochaines années. On agite des chiffres qui pourraient inquiéter, ou on développe la politique du remplacement. Par rapport au discours sécuritaire, tout le monde a besoin de sécurité. Et il faut toujours avoir en tête que quand on n'assure pas la sécurité, c'est les gens les plus fragiles qui ne se sentent pas protégés. Les gens qui sont costauds, ils se débrouillent, ils sont moins vulnérables, hein, ils sont moins fragiles. C'est un sujet qui m'est cher parce que j'étais maire de la ville de Strasbourg et vraiment, il faut avoir conscience que la sécurité, c'est vraiment un droit assez fondamental. C'est le droit d'aller au parc sans être dérangé, c'est le droit d'aller avec ses enfants, c'est le droit pour tout le monde d'aller au sport le soir quand la nuit tombe en hiver et de rentrer, y compris si on est une jeune fille adolescente. Voilà, c'est fondamental dans la liberté de circuler, de vivre, etc. Donc la dimension sécuritaire des frontières est réelle. Vous avez tous en tête que l'assassin de Nice, c'est un gars qui a débarqué à Lampedusa, qui ensuite est venu à la frontière italienne, qui a fait les procédures. Alors, je ne sais plus s'il a été enregistré ou pas. Je ne sais plus s'il a été enregistré dans Eurodac ou pas. En conformité, oui. Oui, en tout cas, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italienne, comme ça aurait pu se passer en France, non exécuté. Et puis après, il se balade, Schengen, il n'y a pas de frontière, il arrive à Nice. Donc, la frontière, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui traversent la frontière pour plein de raisons. Des étudiants, des travailleurs, des familles, des touristes. Hein, c'est des dizaines de millions de gens qui traversent tous les ans les frontières européennes. Ils ont a priori un titre qui leur permet de circuler. Et puis, il y a la question de la migration irrégulière. Et le système de contrôle aux frontières est fait pour identifier la migration irrégulière. Le fichier Eurodac est un fichier pour enregistrer justement ces personnes notamment. Il doit être un peu étoffé dans son contenu et il est aujourd'hui déployé. Il existe une possibilité de consulter Eurodac dans les préfectures de France, qui sont les 11 préfectures, qui sont les points d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc c'est déjà un outil, si vous voulez, qui est déployé. Nous n'avons pas pour l'instant de système européen de visa qui soit intégré. C'est le projet ETIAS, qui ressemble au projet américain, au système américain, hein, pour éviter aussi les demandes multiples. Et je peux vous dire, procédure Dublin, j'ai vu, parce que j'ai participé à des entretiens pour voir comment ça se passe concrètement, hein, en étant silencieuse, des entretiens Dublin, donc avec traducteur, 2 mois de délai entre la France et l'Espagne pour confirmer que le visa n'est pas un faux visa espagnol. Si on a un fichier, oui, mais ça veut dire 2 mois pendant lesquels les gens, on ne sait pas où ils habitent, ils ne sont pas accueillis, ils ne parlent pas la bonne langue, enfin voilà. Ça commence, quoi, hein, et c'est comme ça qu'on aboutit à des durées moyennes de plus d'1 an. Ce n'est pas possible en État membre, quoi. Déjà, il faut améliorer, il faut rendre plus coordonnées les émissions de visas dans les pays d'origine. Parce qu'il y a des pays qui émettent plus facilement les visas et des pays qui sont plutôt des pays d'accueil parce qu'il y a de la famille, parce qu'il y a une possibilité d'intégration professionnelle, parce qu'il y a une raison dans le parcours de la personne qui fait qu'elle maîtrise la langue. Donc, ce discours sécuritaire, c'est maîtriser qui passe la frontière et pourquoi et dans quelle démarche la personne rentre. Je pense qu'il faut que nous l'assumions. Nous voulons offrir de la sécurité aux Européens. Parce que nous avons des règles, et ces règles, nous nous donnons les moyens de les appliquer. Ce n'est pas tout à fait le cas jusque-là, actuellement. Et il y a des trous dans la raquette. Et Schengen, c'est une chaîne. Elle a la force du maillon le plus faible. Et donc, c'est important de travailler sur les moyens de mise en œuvre des contrôles des règles aux frontières. Vous évoquiez la difficulté à décider, il y a l'unanimité au Conseil. En fait, on peut décider à la majorité qualifiée, mais il ne faut pas que ça monte au Conseil. Il ne faut pas que ça monte au Conseil. Il faut que ça reste en jaille. Les ministres des Affaires intérieures, des ministres de l'Intérieur. Ce qui est rarement le cas, puisque c'est un sujet tellement explosif, hein,
qu'il est, enfin dans le paquet précédent, c'est pour ça qu'il s'est bloqué, il est remonté de fait au Conseil, et le Conseil en fait ne décide pas vraiment à l'unanimité, il fonctionne comme ça. Il faut qu'il y ait un deal ou qu'il y ait un accord entre tous. Voilà, et donc ça c'est auto-bloquant. C'est pour ça que je suis très inquiète sur l'avenir de ce paquet, et que je pense que de toute façon, pour qu'il fonctionne, c'est un tel changement par rapport aux pratiques actuelles que autant s'y mettre tout de suite. Parce que je citais le regroupement familial qui n'est pas appliqué. Parce que les pays ne reconnaissent pas qu'une personne a un membre de sa famille, parce qu'on fait des chicayas sur les liens familiaux, la réalité des liens familiaux. Ça ne va pas s'améliorer du jour au lendemain. Ça va s'améliorer si on construit la confiance entre les États de première entrée et les États d'accueil où ces personnes disent avoir de la famille, donc entre tous les États membres européens. Et pour ça, il faut bosser ensemble. Il faut que dans la carrière de ceux qui réussissent au ministère de l'Intérieur français, ils fassent tous un passage comme experts à EASO et à Frontex. Que la connaissance européenne fasse partie d'un cursus réussi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Souvent, quand vous vous éloignez du ministère de l'Intérieur, vous perdez des points dans votre carrière. C'est comme ça. Hein, voilà, parce qu'il est plutôt auto-centré. Mais c'est une réalité, parce que les ministères de l'Intérieur sont régaliens, on est sur des choses très fondamentales, donc ils sont plutôt centrés sur l'État membre. Là, il faut que la culture européenne progresse. Vous voyez, il faut qu'il y ait une ouverture. Donc ça, on peut s'y mettre tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a une conscience aussi partagée de la puissance de Schengen. C'est extraordinaire de pouvoir circuler librement dans les États membres. Hein. C'est comme les médicaments, c'est extraordinaire. On s'appuie sur l'audit du médicament dans un autre État membre pour qu'il ait le droit d'être distribué dans tous les États membres. C'est puissant économiquement, mais il faut se faire confiance sur la manière d'aborder les choses dans les différents États membres. Comment les acteurs utilisent Eurodac, chère Sarah, les empreintes digitales, en fait, c'est appliqué. Encore faut-il que les gens soient enregistrés. Je suis pays de première entrée. Je sais bien que la solidarité, ça ne marche pas. Je sais bien qu'on me laisse tout seul. Alors, il y en a que je laisse passer. C'est comme ça qu'on a, d'ailleurs, des personnes dans les campements en face du Royaume-Uni qui n'ont été enregistrées par personne parce que tout le monde les laisse passer en se disant que de toute façon, ils vont sortir de Schengen. Hein. Le Royaume-Uni n'a jamais été dans Schengen. Hein. Et on arrive à cette situation incroyable où tout le monde laisse passer parce qu'ils sont d'origine de pays qui très souvent demandent à passer au Royaume-Uni. Et ça, c'est pas possible. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut que le système fonctionne et qu'il soit responsable. Que cette responsabilité elle soit bien partagée. Donc, tous les morceaux du nouveau paquet qui prévoient de la solidarité entre les États membres, qui prévoient l'application de critères de type liens familiaux, maîtrise de la langue, opportunités professionnelles ou parcours précédents, qu'ils s'appliquent, ça suppose qu'il y ait de la confiance. Si on veut faire du screening à l'entrée, il faut que les États qui acceptent d'avoir ces lieux sur leur territoire soient sûrs que pour les gens qui, au contraire, ont des chances que soit reconnu leur statut de réfugié, puissent être, puisque c'est ce qui est prévu, répartis tout de suite entre les États membres pour que derrière, l'accueil et l'intégration se fassent rapidement. Donc, c'est un ensemble de mesures sur lesquelles il faudra progresser en même temps pour que le dispositif d'ensemble fonctionne, mais la connaissance des pays qui entrent, c'est-à-dire aujourd'hui Eurodac et demain avec ETIAS et PNR, sont une brique qui est importante, et en tout cas dans les dispositifs tels qu'ils sont construits, qui est un support d'échange d'informations entre États membres qui est central. Donc, si je peux me permettre, si je comprends bien, ce que vous avez pu observer, c'est que quelque part, dans la pratique, les acteurs qui sont en charge d'appliquer donc ce règlement, par exemple, Dublin, ont trouvé un moyen de contourner les limites que produit ce règlement. Alors, c'est surtout ce qui est en amont. C'est les règles d'accueil et de procédure de demande d'asile. Dublin, c'est le règlement qui consiste à voir quel est l'État membre en charge de la demande d'asile. Et un Dubliné, c'est une personne qui n'est pas là où le règlement lui dit qu'il devrait être et qui prévoit qu'on le renvoie vers cet État.
Ça ne marche pas du tout. Parce que si la personne est ailleurs, en général, il y a une raison. Donc, mais elle dépose quand même cette demande d'asile parce que cette demande d'asile lui donne du temps. Et plus le temps est long, plus c'est un temps pendant lequel il peut se passer des choses. On peut trouver un boulot au black, mais qui, voilà, pour une partie d'entre eux qui vont après malheureusement disparaître et être sans droit. Hein. Ce sont les gens qu'on voit pour de la Chapelle à Paris. Hein. Ce sont des gens qui existent dans toutes nos villes. C'est horrible d'avoir laissé faire et d'aboutir à cette situation de gens qui sont sans droit, sauf droit à la scolarité pour les enfants, hein, quelle que soit la situation des parents. Et donc, à un moment donné, l'administration les repère, ils s'intègrent dans une démarche et on est censé les retourner vers le pays en charge. C'est le principe c'est l'application, la mise en œuvre du principe de la demande d'asile unique, mais qui en fait n'est pas mise en œuvre parce qu'il y a autre chose, il y a des délais. Si vous dépassez 6 mois ou 18 mois, si vous avez fui, vous pouvez refaire une demande d'asile. Donc, c'est ce qu'on constate aussi. Vous savez, à nouveau, c'est le projet d'une vie. Donc, les gens, ils ne sont pas à 18 mois près dans leur démarche, souvent. Donc, on voit qu'il y a des mécanismes qui ne fonctionnent pas. Donc, faisons-en le constat et essayons de voir comment, en sécurisant, mais en humanisant aussi chaque étape de la procédure, on peut avoir un dispositif plus efficace et plus juste, parce qu'il applique les règles. Et le temps est un ennemi redoutable. Chaque État membre pense qu'en faisant traîner les procédures, voilà, ça découragera. Non, ça crée des conditions de vie et un traumatisme psychologique réel. Parce que quand vous vivez 18 mois au camp de Moréa, vous êtes traumatisé. Hein. C'est pas possible, c'est tellement inhumain. On crée un traumatisme, d'où l'idée d'essayer d'avoir des procédures plus rapides, mais où il faut que les droits, hein, puisque les gens ont des droits, soient respectés et que, par exemple, quand c'est des mineurs non accompagnés, ils soient épaulés dans la défense de leur droit à demander l'asile. Donc c'est difficile, mais les outils peuvent nous aider à discerner entre des personnes, par exemple, on a eu des afflux ces dernières années assez importants d'Albanais, qui est un pays qui demande l'adhésion à l'Union européenne, qui n'a pas de visa. Donc vous avez des personnes qui entrent librement dans l'Union et qui demandent l'asile, que voilà, ça qui est presque abusif, entre guillemets, sauf pour certaines catégories, hein, des journalistes pourchassés ou des LGBTI, enfin des catégories particulières. Voilà, qu'on ait peut-être un traitement plus rapide en relation avec le pays d'origine pour éviter que toutes ces demandes embolisent l'ensemble des dispositifs d'accueil pour des personnes qui ont vraiment besoin que leurs demandes soient examinées, des Afghans, des Syriens, des Tunisiens, des Libyens, enfin des gens venus de Libye, etc. Merci. Compliqué, hein? Claudia, une réaction et des réponses, quelques éléments de réponse à nos questions? Of course, I'm going to try to answer your question and then Peter's question, and then I will try to say something. I listened to Fabienne Keller with a lot of interest, and of course I was familiar with your report on Dublin 3, and I was very happy to see actually an evaluation of the failure of Dublin. So I'll say something about that as well. But Sarah, first, in response to your question about non-knowledge, non-savoir, okay, which is a bit of a difficult term, but I think it is important if we think of what is happening at the border, both in terms of border management, but also in terms of the politics of asylum and migration. And I think we need to think about what these processes and these procedures that have been set in place, what they are doing. And I'd like to point out that I think that they create not just opacity, as I highlighted in relation to the technologies, and it would be interesting to actually know a bit more about what the people who use these technologies, right? And I'm thinking here from the border guards to the prefecture, what they actually know about the kind of the ways in which the technology functions, because I think they don't. There's a particular type of discourse that we have around these technologies, but I think forms of uncertainty, forms of ignorance, I talked about questions of error. So we have a whole range of forms of non-knowledge. So for instance, when we
so if I take, again, thinking about asylum seekers in Greece, and maybe Dublin is also an interesting case to think about all the uncertainty that a person who is submitting an asylum claim or, claim to international protection is being caught among all these different procedures, right? But also very much in everyday terms. So I recall, being in Greece, for example, the UNHCR is having debit cards, right, for refugees, where they kind of get the sum every month, right? And there are all sorts of obscurities, right, and opacities and uncertainties around the use of these technologies, about how, what you need to do. I mean, there are lots of criteria that change, criteria kind of made by the Greek state, but why, for instance, you can have access to this debit card or you cannot have access, for instance, any form of unregulated mobility. So people who try to leave the islands to get onto the mainland would be disqualified from getting access to the debit card. But then again, it's very, the procedures get so complicated that it's very difficult as a person, as an asylum seeker, to, for instance, make sense of all of these uncertainties. So that's why I try to think of a sort of, maybe it's not a strict hierarchy, but some sort of distribution. I think we have a lot of distribution of not knowing, right? Not knowing exactly what you need to do, but we also need to think about the production, what has been called a kind of the production of not knowing, right? So the production of more and more technologies, this kind of experimental use, the kind of more the continuous transformation of all of this these demands, of all of these regulations, is also creating uncertainty and actually disorientation for migrants. And anyone who remembers having applied for a visa will probably, for example, as third country national to any of the consulates of any of the EU countries, and I remember that in the 1990s, would probably also remember that feeling of disorientation about the kind of huge number of forms and all the documents that need to be filled in. And I think that this is where we can connect also Peter's question, right? The question of border management with the question of the politics of migration and asylum, not least because so I think that there are two questions that are important here, and I think experimentality and technology are interesting. Technology, on the one hand, kind of avoids some of the very difficult, and I agree that the very difficult political questions, right? Because the answer becomes, we could do it better, be more efficient, solve the failures if we develop this other technology, right? And we see again that this development of a different technology doesn't offer the answer. So this is kind of one part, and it's connected to the management of borders. There is the second part in which this, for instance, let's take the databases and the fingerprints. They are tied to a kind of reconfiguration of the right to asylum and reconfiguration of migration. And we can think here, I mean, I found very interesting that Fabienne Keller mentioned the 20%, right, as a kind of immediate not disqualification, but a shift of certain, asylum claims to a rapid procedure. Which is very interesting in relation to the asylum policy, because if we think of the Geneva Convention and the right to asylum, it is an individual right? And we've had this discussion for a long time of whether using statistics or kind of a statistical consideration is actually undoing some of this right to asylum, which I think is really interesting. And I would like to hear more about the political discussion about why the 20%, but also the concept of the safe third country, and what that does in relation to the individual claim to asylum. So I think that they kind of play that tied in that way. And similarly, I think it's really interesting that we talk now, or in a sense that there's been a recognition with the new Pact on Migration and Asylum by the European Commission about the failure and the problems that Dublin has had all along, right? And you can trace these problems back in time, both in the
kind of in the literature, but also in talking to, for instance, the NGOs. And I think that that's what everyone says, that they kind of had a, they had a breath of relief when they kind of saw that there would be the end of Dublin 3, or hopefully, the end of Dublin 3, exactly because of all the problems that it caused. However, listening again to NGOs working on the ground in Greece and in Italy, there is a concern about what Dublin would be replaced with, right? So the fact, one of the arguments that I have heard made, and it's interesting that in relation to the new pact, we actually, we have already had a whole series of criticisms, both from within the EU and European institutions, but also from outside, right? And I'm not talking about researchers, but also about NGOs on the ground. So what's really interesting about that, we have the report from the European Data Protection Supervisor, right, raising kind of important questions of data protection in this new kind of screening procedure, but also across the proposed regulation. So I think that's a really, that's a really important point to consider. But also the arguments made by NGOs, which I think would be important to discuss, that it's, what would we replace, or what would we replace a system that doesn't work well with, right? So what's the new thing that we would replace it with? And the concern is that, some of these procedures that we see now in the Pact on Migration and Asylum, on rapid procedures, the kind of the types of screening and so on, have been the procedures that have not been working in the hotspots. So there is a concern, I think, among organizations, civil society actors, that basically this would be the big, kind of, bringing together some of the things that that have not worked. There's a concern also with the kind of complete recasting of the meaning of solidarity. So definitely kind of different from any meaning of solidarity we would see in a dictionary, which is quite interesting, but then we know that words change all the time. Historically, right, we kind of change meanings all the time. So I think that's something also very, important and interesting. Now, if I may, I want to add a final quick point about the discourse of fear, because I think that's very, that's right, that indeed we see still a discourse of fear that's connected very much with migration. But from where I sit, and I don't think this is just the case of the UK, I think the discourse is much more spread. We hear fears of migration, basically pretty much in all, or at least in a lot of the discourses. So I would be really interested actually to also hear Fabienne Keller about her view, whether this discourse of fear is just limited to some of the corners of the populace, or whether it's actually becoming much more spread out, and it's something that we need to be much more concerned about. I'm trying to see if there were any other points. Yeah, no, I think I've raised all my points, but I'm happy to come back. I'm happy to come back to all of them, and see if there's anything else. Thank you so much, Claudia Arado. Fabienne Keller, je pense que vous vouliez peut-être réagir. Je voulais surtout lui répondre, puisqu'elle me posait la question sur ce discours de peur. Il est super dangereux, parce que la peur, c'est pas quelque chose qui est raisonnable, c'est quelque chose qui est très émotionnel. Alors, la relation à la migration est très compliquée, parce qu'on, vous savez, quand on discute d'un sujet scolaire ou d'un sujet en lien avec le fonctionnement de l'hôpital, tout le monde a son avis, parce qu'on le pratique. La migration, on a parfois des collègues de travail ou une autre personne. Certains ont œuvré dans des ONG, mais ce n'est pas la majorité. Et pour les autres, c'est les médias. Et je nous trouve incroyablement ambivalents entre
la peur quand on voit des images de personnes très nombreuses arrivant, rappelez-vous, en 2015, dans les gares allemandes ou des pays d'entrée à l'est de l'Europe. Et puis, comment dire, une sorte de terreur, enfin de douleur profonde quand on voit le bébé qui est décédé il y a 3 semaines en mer Méditerranée. Ou vous vous rappelez le petit Elan, ce petit enfant d'environ 3 ans échoué sur la plage? Ouais. Je veux dire, on s'en souvient tous. C'est pas possible, quoi. Hein. Mais on est tous ambivalents. Et l'Europe, de manière plus rationnelle, voilà, un peu plus froide aussi, fixe des règles. Elle fixe des règles sur qui peut entrer sur son territoire, et c'est important. Puis c'est important de savoir qui est sur son territoire. Et plus c'est libre à l'intérieur, plus il faut quand même qu'au point d'entrée, on sache qui rentre. Et donc, il faut fixer des règles et essayer de les mettre en œuvre. Alors, on se sert, c'est vrai, de la technologie, on essaye de s'en servir, mais chaque fois qu'on met en place de la technologie, donc il y a l'Agence européenne des droits fondamentaux, hein, que Claudia a évoqué, mais il y a aussi le principe dans chaque agence d'avoir ce qu'on appelle des Fundamental Rights Officers, c'est-à-dire dans d'autres entreprises, on appellerait ça des déontologues, là c'est des officiers des droits fondamentaux, qui vérifient justement que l'usage de la technique n'a pour seul objectif que de bien mettre en œuvre le texte, quoi, hein, et rien de plus. Et qui est le principe, par exemple, Claudia insistait beaucoup sur les risques d'erreur, que cette idée de l'erreur, donc du double ou triple checking, est une règle constante. Mais c'est le cas, hein, c'est le cas. Il n'y a pas de misfit, parce qu'il y a plusieurs éléments. Le matching du fichier Eurodac est un élément, mais il y en a d'autres qui sont le nom, le pays d'origine, etc., hein, qui sont de nature à réduire ces risques. Mais encore faut-il qu'il y ait un pilote de cela, qui est le Fundamental Rights Officer de l'organisation. Un organisme comme Frontex doit monter à 40 Fundamental Rights Officer à la fin de l'année prochaine. Vous voyez, c'est des fonctions très très importantes de contre-pouvoir. Sur les éléments plus liés à la technologie, ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, la dépendance à certaines compagnies, etc., je pense qu'il faut, notamment dans la croissance prévue des agences qui mettent en œuvre les politiques aux frontières, et aussi les politiques policières. Hein. Donc, il y a aux frontières Frontex et EASO, donc l'Agence européenne de l'asile. Et sur la sécurité, il y a aussi Europol. Et partout, il y a des fichiers. Il y a voilà. Je pense qu'en même temps que ces structures se développent pour assurer plus de sécurité aux Européens, il faut qu'on ait des mécanismes de contre-pouvoir en transparence, des comités, voilà, maîtrisés plutôt par des gens du domaine de la justice, quoi, hein, du droit, pour qu'il y ait, je crois beaucoup aux équilibres. Hein. Plus on développe un domaine, plus il en faut un qui vérifie. Voilà, contre-pouvoir. Donc c'est vraiment très important. Enfin, Claudia avait l'air de s'inquiéter de la mise en place des projets, de ce nouveau pacte. Pour que les nouvelles propositions dans le principe de la Commission fonctionnent, il faut que tellement de choses changent qu'on ne fera pas ce changement d'un bond, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense qu'il faudrait plusieurs de ce qu'on appelle les pilot projects dans la techno-langue européenne, c'est-à-dire des sites où on met des moyens, évidemment européens, ça, on ne va pas le faire peser sur les pays de première entrée, où on met le staff, on met les moyens administratifs pour essayer de simuler en vraie grandeur ce que pourrait être un lieu d'accueil décent, voilà, avec des constructions décentes, avec des écoles pour que les enfants soient occupés, des espaces sportifs, des espaces mais propres, quoi. Hein. J'ai visité des sites, au début ils sont bien, et puis quelques années plus tard, comme ces politiques n'intéressent pas grand monde, ben voilà, ils sont plus très bien, ils sont plus corrects, c'est pas bien. Pour que ces personnes, voilà, elles sont accueillies, on vérifie dans le même temps, les administrations vont vers elles, à l'inverse des modèles actuels où ils vont vers les administrations. Je rappelle qu'en France, par exemple, les gestions de demandes d'asile sont totalement centralisées dans un lieu en région parisienne. Donc, on demande à toutes les personnes demandeurs d'asile installées dans n'importe quel coin de France de venir au même endroit. Alors, c'est pratique parce qu'on a des traducteurs de toutes les langues, parce
on garantit les procédures, mais c'est pas très humain. On est le seul pays à faire ça. Hein. Dans les autres États membres, c'est plus décentralisé pour que ce soit moins loin de là où les gens sont installés. On ne peut pas les balloter tout le temps non plus, quoi. Et vous vous rendez compte, ils doivent se déplacer dans des pays dont ils ne maîtrisent pas la langue, la culture, enfin, c'est des stress, hein, pour un entretien qui est extrêmement important pour eux, pour leur avenir. Donc, il faut qu'on fasse évoluer toutes ces modalités, tous ces moyens, et ces centres, ces pilot projects pourraient être donc une manière de faire, en faisant arriver l'administration, aussi de les mettre moins face à cette complexité des procédures qui sont en fait incompréhensibles, et qu'elles soient adaptées, humanisées dans la manière dont elles leur soient expliquées. Et pour ceux qui très très vraisemblablement seront rejetés, les encourager à rentrer avec une aide au retour, avec voilà, ils se sont trompés, vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'Union européenne selon les règles, très vite, de manière humaine, on les reconduit, au lieu de l'incroyable parcours du combattant d'aujourd'hui, et puis qui trop souvent n'aboutit pas, et dont la mise en œuvre du refus après devient humainement impossible. Donc, c'est ce type de mesure, je pense, qui peut nous faire progresser, mais en ayant à l'écoute, enfin, en prenant en compte aussi ce que Claudia a dit sur les risques d'erreur, sur l'obscurité, j'ai noté, hein, de la technologie. Moi, je suis ingénieure, donc ça ne me fait pas trop peur. Et quand des gens qui m'expliquent la technologie, je ne les comprends pas, ben je leur dis que je ne les comprends pas. Je les force à parler une langue compréhensible. Je pense qu'il faut qu'on force à ça. Qu'effectivement, son point est très important, que ce qui est mis en œuvre soit compréhensible par nos concitoyens, en tout cas expliqué de manière... Puisque ça fait partie de ce qui nous sécurise, chacun doit pouvoir l'appréhender. Évidemment, pas avoir accès aux fichiers qui sont confidentiels pour la protection des personnes, qui sont protégées par le contrôleur européen des données notamment, hein. Mais par contre, qu'ils en comprennent les principes et les raisons, que tout ça qu'il y ait une adhésion aussi à ce dispositif, qui est la contrepartie d'une sécurisation de chacun. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse à toutes les deux. Nous allons passer maintenant aux questions de nos étudiants. Donc, nous avons plusieurs questions dans le chat box. Je vous propose de les poser toutes pour l'enregistrement. Et puis, nous aurons une courageuse étudiante qui voudra vous poser sa question directement. Alors, je commence par la première question qui est donc de Pauline Adam, qui a donc deux questions et qui donc vous remercie de cette présentation, évidemment. Donc, une première question qui concerne le système, donc Entry-Exit System. Quelles sont les différentes raisons du report de sa mise en œuvre, proposée en 2013 dans le Smart Border Package, et apparemment, il est désormais annoncé pour 2022. Et puis, une deuxième question, est-ce qu'il existe des clauses de confidentialité qui empêchent EU-LISA de partager des données personnelles sur les ressortissants de pays tiers auprès des autres agences en charge de l'élaboration des statistiques sur les flux migratoires irréguliers tels que Frontex, Eurostat, ICMPD, etc. Ensuite, nous avons une question de Tom Montel. Concernant l'enregistrement aux frontières extérieures, les défaillances en matière d'enregistrement aux frontières extérieures reposent sur la réticence des pays de première entrée et celle des personnes migrantes elles-mêmes. Alors pourquoi, afin de mieux sécuriser les frontières extérieures, le Parlement n'envisage pas l'hypothèse d'établir une base de données bien distincte d'Eurodac pour l'identification des personnes franchissant irrégulièrement les frontières extérieures? Là, je crois qu'il faudra préciser un petit peu comment fonctionnent ces bases de données, et pourquoi la remise en cause du principe de première entrée ne s'appuie pas sur cette exigence en matière de sécurité. Une autre question de Manon Berva. Bonsoir tout d'abord, merci pour vos interventions. J'aimerais savoir si dans le nouveau pacte migration et asile, la liste des pays dits sûrs sera homogénéisée entre tous les États de l'Union européenne. Sans cette homogénéisation, dans quelle mesure l'Union européenne considère-t-elle que le demandeur d'asile doit être rapatrié? Et donc, je laisse tout de suite la parole à Cassandra Wendy, qui va vous poser sa question directement. Allez-y, Cassandra. Bonsoir, d'abord tous mes remerciements au professeur Arado et
Madame Keller, pour vos interventions. Je pense que mes questions s'adressent sans doute plus spécifiquement à vous, Fabienne Keller. Vous avez parlé de façon réitérée de l'importance de la confiance dans la structure de l'espace Schengen, de l'importance aussi de faire respecter les règles mises en œuvre, les règles adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où on donne évidemment l'importance à l'état de droit et au respect de ces règles. Et ma question va peut-être déplacer un peu le champ, ce serait sur... je voulais aborder, en fait, pour vous poser ma question, la question des migrations climatiques. Vous avez parlé donc des discours de la peur qui sont instrumentalisés par les partis populistes, par Marine Le Pen, par Viktor Orban, mais il me semble qu'il y a aussi un certain alarmisme dans certaines prises de position officielles, que ce soit l'Union européenne directement ou des instances de gouvernance des États membres. Par exemple, sur la question de ce qu'on appelle les migrations climatiques, il y a plusieurs documents qui vont dans ce sens, qui prédisent l'arrivée de centaines de millions, et si je cite, de réfugiés, que ce soit des documents de la Commission elle-même ou des instances des États membres. Et donc ma question serait peut-être celle-là, comment rester crédible, comment l'Union européenne peut-elle rester crédible face justement au discours populiste, alors qu'elle met l'accent sur l'importance de promouvoir des valeurs d'humanité que vous avez rappelées, l'importance de la confiance, comment avoir cette confiance alors même que les prédictions alarmistes sont parfois reprises directement par les instances de l'Union européenne elle-même. Et la seconde question, mais je vais faire très bref, vous avez évoqué vous avez évoqué différentes catégories qui sont souvent utilisées pour parler d'immigration, la question des réfugiés évidemment, mais aussi des migrants économiques que vous avez évoqués. Et finalement, pour rattacher la question à cet enjeu d'immigration climatique, je voulais connaître votre avis sur la pertinence de ces catégorisations, alors qu'on sait qu'il est parfois difficile de distinguer réfugiés, migrants économiques, et si en plus on ajoute à ça la question des détériorations environnementales, il devient encore plus compliqué d'identifier avec certitude le facteur de migration. Donc je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cassandra, pour ces questions. Alors, je propose que vous preniez un petit peu les questions dans l'ordre qui vous convient. Et peut-être on va commencer par Claudia, cette fois-ci. Sure, I'm happy to have a go. So I'll try to answer first to Pauline on her question. I think, again, it's probably Fabienne Keller is better placed to tell us more about the delays and the legal trajectory of the entry-exit system. But of course, there have been a lot of negotiations. This is, part of it, amendments and so on, but also a lot of the debate about the effects that interoperability will have in relation to data protection and privacy, right? So I think that this is an important element. In terms of the second question that you had about EULISA, so the limits, right? Because this is personal data, there are limits under GDPR on both accessing and sharing data. And again, each database has very clear limits and constraints on what data can be shared, how it can be accessed, even in terms of, for instance, only the national authorities send data, they are the only ones that can correct data and so on. And this is different, I think, from the use of statistical information. This is something that Frontex, for instance, has been working on in terms of risk management, something that Eurodac is also trying to do. So, statistical data that is depersonalized, right? If you want, so that it's aggregated so that there can be information about it. I know that there has been a recent agreement of cooperation between the Eurodac and EULISA, but I'm not sure whether kind of any statistical information is part of that. However, when it comes to data protection, there are very strict limits in terms of data protection to, as I said, to access and exchange. And then very quickly to Tom as well. So I think that Eurodac is already doing that's my understanding, unless I misunderstood your question, but Eurodac is already also including fingerprints of people who are caught crossing borders irregularly, right? So it is not just asylum seekers or people who
apply, right, who make an application for international protection, but it is also people who are caught crossing borders irregularly or are caught in an irregular situation without papers and so on within the EU, right? So there are several categories that the Eurodac already contains. And then again to Manon, I think that, and again, I would also like to hear more about that, but I think has been the role of EASO, right, the European Asylum Support Agency, the kind of future European Asylum Agency, to actually homogenize some of these practices. And this has been done, for instance, through the production of country information reports. Right, so there's EASO produces some of these reports itself, but of course there's also kind of different production of these reports, and I think there is quite an interesting question about how countries are being assessed, both nationally and regionally, what kind of knowledge is produced, right? What kind of knowledge counts about a particular country? I think that's a really important question there. I'll stop there. So I'm happy to talk about populism and security, but I think we don't have much time left, so I'll stop here. Yeah. Thank you, Claudia. Fabienne Keller, je vous laisse. Merci beaucoup, Claudia a bien répondu sur les clauses de confidentialité et le partage des données. Hein. On est quand même très protecteur en Europe. Elle a rappelé le RGPD. On peut rappeler le contrôleur européen des données, qui a beaucoup de moyens, qui voit ses missions développées. Et je vous disais, à l'intérieur de chaque structure, il y a des vérifications régulières, des missions d'audit. Enfin, donc voilà, tout ça mérite régulièrement d'être vérifié, mais c'est quand même dans les gènes de l'Europe. Hein. Chaque fois qu'on crée des fichiers, on met en place les contrepoids. Sur l'Entry-Exit System 2023, pourquoi est-il reporté? C'est parfois les joies de l'Union européenne. Hein. On souhaite faire, mais il faut l'accord de tout le monde. On est 27, c'est compliqué, puis il faut du personnel. Puis voilà. On n'est pas toujours aussi rapide qu'on le souhaiterait. Donc, voilà, il fait partie des programmes clairement dans la feuille de route des Julisa. Mais il suppose des accords avec tous les États membres. Enfin, voilà. C'est en marche, mais ce n'est pas abouti. Manon demande pourquoi la liste des pays sûrs n'est pas homogénéisée. Alors, il y a les pays sûrs, mais il y a aussi l'approche plus globale de l'analyse de risque hein, qu'il faudrait partager, puisque l'asile dans un pays vaut pour toute l'Union, le statut de réfugié, et il faudrait que voilà, on converge. On ne peut pas l'imposer parce que les organisations du traitement de la demande d'asile dans les États membres sont assez différentes suivant les États membres. Nous, en France, on l'a confié à l'OFPRA, qui est un établissement public, qui a une mission. Ce n'est pas l'administration du ministère de l'Intérieur. Personne ne peut leur imposer une analyse des pays d'origine. C'est la mission qui leur est confiée par la loi, par les textes d'application, d'appliquer la Convention de Genève, ce qu'ils font au mieux de leur analyse. Moi, je suis au conseil d'administration de l'OFPRA. Le Quai d'Orsay donne parfois son regard sur tel ou tel pays, mais la représentante du personnel rappelle que c'est à l'OFPRA de décider son analyse. Donc, il faut rapprocher ça x 27. Hein. Donc, à nouveau, EASO commence ce travail. Les experts par zone géographique se réunissent. Ils font d'excellents travaux d'analyse sur certains pays très, très compliqués, le Yémen, l'Afghanistan, etc., pour faire travailler des chercheurs et approfondir l'analyse. Mais on n'est pas assez loin. Il faut qu'ils développent ces travaux et aussi ces interactions entre officiers de protection qui, en général, sont spécialisés par région, notamment les seniors, et leurs services d'analyse géopolitique, pour qu'ils partagent les analyses. Par exemple, actuellement, c'est très difficile pour l'Afghanistan et les États membres ont des prises de décision très différentes. Alors, ça dépend du lieu d'origine, du statut de la personne, de ses prises de position par rapport au régime
à la fois nationales et locales, hein, de talibans qui peuvent avoir subi. C'est très compliqué. Mais je pense que c'est absolument indispensable de progresser parce que c'est un domaine où on peut progresser assez naturellement parce qu'on peut s'enrichir de la connaissance croisée, quoi. Avec des chercheurs qui sont meilleurs sur tel ou tel territoire politique dans un État membre. Donc je pense que c'est un domaine où il faut vraiment avancer. Sur les questions de Cassandra, la question de la migration climatique, c'est le prochain défi qui nous attend évidemment. Je rappelle que l'essentiel de la migration climatique ne concerne pas l'Europe. C'est une migration par déplacement des populations dont les terres sont devenues arides, où le fleuve on a des effets de remontée de salinité liés au changement climatique, hein, donc qui rend les terres incultes. Donc c'est des déplacements largement locaux, notamment intra-africains, hein, et une partie seulement des personnes recherchent le refuge en Europe. Pour l'instant, ce n'est pas un motif, c'est pas défini comme donnant accès au statut de réfugié, donc ce n'est pas, on n'applique pas la Convention de Genève sur ce motif, mais c'est évidemment un défi de moyen et long terme. La solution est a priori, en tout cas pour résoudre le problème dans sa globalité, d'épauler des pays qui subissent la double peine, hein, qui subissent le changement climatique, mais sans en être à l'origine. Hein. C'est notamment le cas de tous les pays sahéliens. Sur la question qui était la vôtre de confiance, respect des règles, non, c'était en lien avec la migration climatique, pardon, sur la pertinence de l'analyse des facteurs de migration. Des catégories, je crois que c'était. Des catégories. Alors, elles n'existent pas vraiment, sauf que la Convention de Genève prévoit dans quel cas on doit l'asile à quelqu'un. Hein, c'est quand il fuit un pays en raison d'une guerre ou d'un conflit et que sa situation personnelle est mise en cause, son intégrité personnelle. Donc, effectivement, on nomme migration économique une migration qui n'est pas, qui a d'autres motifs, qui est un motif à nouveau légitime pour les personnes, qui est la recherche d'une meilleure vie pour soi-même, pour ses proches. Il n'y a pas de catégorie officielle, si vous voulez, c'est où on a l'asile, où on n'a pas l'asile. Par contre, je fais un rêve, c'est que l'approche des débats sur la migration s'appuie plus sur des analyses de démarches migratoires. Pourquoi les personnes viennent telles? Quels sont les facteurs? Je pense qu'il y en a plusieurs, la situation familiale, la situation du pays d'origine, sa propre priorité personnelle, hein, dans le choix de vie qui s'ouvre devant vous. Hein. La migration se caractérise par le fait que c'est plutôt des personnes jeunes, hein, qui migrent. Et que ça, il faut des chercheurs qui fassent, des sociologues notamment, qui fassent des monographies, qui fassent des études de cohorte, enfin pour qu'on comprenne mieux les mécanismes à l'œuvre. Et je pense qu'il y en a là de différentes natures, mais plus intéressantes que migration à cause de la guerre ou migration économique. Vous voyez, il y a des démarches. Il y a aussi tous ces jeunes qui viennent, souvent seuls, parce qu'ils ont mission d'aider leur famille. C'est un autre motif. Par choix, mais pas toujours de la part du jeune. C'est parfois une mission familiale dans laquelle la famille investit en payant les passeurs pour que le jeune arrive jusqu'en Europe. Ça ne s'accompagne pas de la même façon, et c'est là que peut intervenir un des piliers dans le projet de la Commission, qui est de discuter avec le pays d'origine, de voir les migrants, d'abord, quelle migration pourrait être autorisée, je l'évoquais tout à l'heure, et puis pour ces jeunes qui sont envoyés pour travailler, pour subvenir à la famille et revenir au terme de leur temps en Europe, ce qui est un modèle ancien, hein. C'est le modèle des années 60 et 70 pour beaucoup. C'est assez différent d'une famille qui fuit la guerre. Vous voyez, je pense il faut qu'on arrive à analyser des profils de manière assez fine et assez dynamique, puisqu'on voit que les flux de migration en Europe changent relativement rapidement, enfin avec des pas de temps de l'ordre d'1, 2, 3 ans.
Donc ça mérite de faire l'objet d'un suivi très, très régulier. Et puis il y a un volet dont on n'a pas parlé, mais qui est tout aussi important, c'est qu'une fois que les gens ont le statut de réfugié, comment est-ce qu'on les accompagne, comment on les intègre. Et là aussi, les études montrent que les États membres ne mettent pas assez de moyens pour que ça se passe bien et vite, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Et alors qu'ils ont le statut de réfugié, que très vite, ils puissent reprendre, j'ai envie de dire, leur liberté, hein, leur choix de vie, ceux qui vont, voilà, qu'ils puissent s'installer, maîtriser la langue, être scolarisés pour les plus jeunes, et avoir une vie familiale, professionnelle, comme ils la souhaitent. Merci beaucoup à toutes les deux à nouveau. Il est temps de conclure. Peter, je crois que tu voulais dire quelques mots. D'abord, je me félicite de cette gestion de temps extraordinaire, Sarah, donc bravo. Et en outre, je pense qu'on a assisté à un vrai dialogue, ce n'est pas toujours le cas. Dans nos séminaires, c'est parfois un peu plus compliqué, mais on a vu des positions vraiment tout à fait complémentaires et je suis vraiment reconnaissant de vos contributions à toutes les deux. Donc, merci. Merci. À mon tour de vous remercier, chère Claudia Arado, chère Fabienne Keller, pour cet échange. Et je pense que nos étudiants ont beaucoup appris ce soir. Et c'est aussi pour ça qu'il est toujours intéressant de faire dialoguer, en tout cas nous essayons de faire dialoguer un chercheur, une chercheuse, un praticien, une praticienne, parce que souvent, en fait, ils abordent le même sujet, mais avec des perceptions qui sont assez différentes. Donc, j'espère que, en tout cas, cet échange a pu aussi mutuellement vous enrichir. Pour ce qui est de nos chers étudiants, merci encore pour vos questions. Nous aurons donc notre dernière séance de l'année la semaine prochaine et nous continuerons un petit peu sur ces questions puisqu'il s'agira de discuter des incertitudes migratoires, et notamment à travers la question de la gouvernance des populations. Et nous recevrons la chercheuse Nora El-Kadim de l'Université de Paris 8, ainsi que Myria Vassiliadou, qui est l'ex-coordinatrice pour la Commission européenne de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Voilà, je vous remercie à tous, passez une très bonne soirée et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous invite donc chacun à vous déconnecter. Merci beaucoup. Merci à vous, les organisateurs, et merci aux étudiants pour leur assiduité et leur écoute. Et merci beaucoup à tous et à toutes, et aux étudiants aussi, Fabienne, merci Sarah Claudia, et Peter. ouais. C'était sympa.